Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter, déjà, je remercie les organisateurs de cet événement et de l'aventure que ça a été cette année pour l'organiser. Et je remercie les sponsors, du coup, qui ont aidé à faire tout ça. Ce que je vais vous présenter, c'est un Rex d'une équipe autonome. Donc, ça va faire un peu écho même complètement écho à ce que a pu dire Arnaud en keynote, de ce qu'ont pu dire aussi Olivier Ny. Et Frédéric Huguedois. Donc ça va rebondir un peu là-dessus, mais avec un cas concret, c'est-à-dire que j'ai vraiment vécu ce que disait Arnaud pendant 2 ans. Euh, Globalement, je vais vous parler des 5 phases qu'a vécu l'équipe. Donc on a vécu différentes, euh, différents moments d'autonomie et différents moments de la vie du projet et différentes contraintes qui nous sont tombées dessus. Mais on s'est adapté tout en restant autonome. Alors moi, je suis David Yotto. Vous pouvez trouver mon compte Twitter. Je suis un informaticien indépendant. Je je ne mets pas d'étiquette développeur Ops, c'est volontaire. Je suis vraiment informaticien, j'aime bien tout ce qui tourne autour. Et je suis mi-veillant à mes heures, c'est-à-dire que la bienveillance, je pratique un peu, mais je pratique aussi l'autre côté de temps en temps. Donc pour vous donner un peu de contexte, on est en 2016. Euh, je suis vraiment un passionné d'informatique, mais j'en ai marre en fait de travailler dans les grands systèmes d'information et dans des organigrammes comme l'a présenté Arnaud, où les décisions viennent d'en haut et en bas, nous qui avons les connaissances, nous ne pouvons pas prendre les décisions. Donc je décide d'arrêter, tout simplement, d'arrêter de faire de l'informatique, de faire d'autres choses que j'aime bien faire aussi comme métier, mais de garder l'informatique comme passion à côté, en tant que contributeur open source. Et dans ce contexte-là, je vais voir un de mes anciens chefs. Voilà, on mange ensemble tranquillement. Et je lui explique le pourquoi je veux arrêter l'informatique et pourquoi je, ça ne me plaît plus l'informatique industrielle. Et lui me dit, bah écoute, j'ai un, j'ai réussi à obtenir un budget propre pour constituer une équipe qui n'a pas forcément un objectif défini. Elle doit juste rendre service au reste du système d'information. Et pour l'instant, je ne fonctionne qu'avec des chefs de projet qui mandatent des startups, mais avoir une équipe en autonomie interne, ça me plairait bien. Dans ce contexte-là, ils avaient aussi un changement de paradigme de leurs locaux. Leurs locaux devenaient des open space, des bureaux fermés, et surtout devenaient des locaux où il y avait moins de place que de personnes. Le but étant d'inciter à faire du télétravail. On est en 2016. Euh, donc c'était dans ce contexte-là, ils avaient initié un changement voilà, d'organisation interne et des emplacements et un changement de culture d'entreprise de précédent d'open space. Problème, les outils qu'ils avaient en interne ne remplissaient pas en fait ça. Les outils de réservation ne permettent pas de réserver des bureaux et il y avait certaines règles de gestion un peu plus particulières pour gérer certaines salles de réunion. Donc ce qui est fait, c'est que cet ami, hein, c'est à la SNCF, c'est un ami cheminot, me dit bah écoute, viens travailler pour moi et aide-nous dans cette démarche, parce que aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un process classique avec appel d'offres, centre de service et ainsi de suite, et au final les travaux sont finis, on n'a toujours pas le logiciel. Donc est-ce que tu peux venir dans notre équipe faire ça? Et là démarre notre première phase où j'arrive dans cette équipe. Donc l'équipe est constituée du responsable interne, qui est ce cheminot en question, du chef de projet qui lui était en train de faire des appels d'offres pour trouver une solution à cette gestion d'étage, de bureau. Et moi, j'arrive là-dedans. Et j'arrive, les bureaux sont finis, enfin les travaux sont finis. Ce que je constate, c'est que les salles de réunion, comme le logiciel ne les prend pas en compte, il y a des feuilles blanches posées sur les salles de réunion, et tous les matins, on change les feuilles blanches, et les gens mettent, moi je vais l'occuper de 10h à 11h, et ainsi de suite. Donc le premier projet qu'on lance, c'est un projet qui va gérer ça, qui va gérer et accompagner les gens de l'étage euh, dans leur gestion des salles de réunion et des bureaux. Ce
Ce qui était sympathique, c'est que du coup, j'ai été immergé au milieu de mes utilisateurs. Donc, il y avait vraiment, il y avait personne entre nous et les utilisateurs, et on était nous-mêmes utilisateurs de l'outil. Donc, c'était un contexte de la phase 1 qui était plutôt sympa. Mais on était dans l'urgence parce qu'on était en retard par rapport aux travaux physiques, hein, au cas réel des gens qui arrivaient et qui n'avaient pas de bureau et qui ne savaient pas où s'installer. Donc, le cas pour reposer le contexte, donc, je suis sur un projet qui est en retard. J'ai carte blanche pour tout mettre en place et je travaille dans une division qui est soumise à la loi Le Maire, donc qui est soumise à la loi sur l'obligation de mettre en open source le code source financé par des deniers publics, ce qui était mon cas là. Donc du coup, aucun problème à faire l'open source puisque de toute façon, on devait le reverser en open source. Donc, plutôt que de se baser sur ce qu'il y avait dans le SI, hein, on est dans un énorme SI, je décide avec mon ami Chimino de dire que en fait, on va fonctionner complètement en autarcie et on va fonctionner de manière à avoir le moins d'interaction possible avec tout ce qui peut être lent dans le SI. Donc la gestion de projet, il est hors de question qu'on passe par le processus de demande de gestion de projet dans un Jira, dans un RTC ou autre. On prend Taiga, qui est un outil disponible en SaaS. Hein. On prend GitHub, qui est aussi pour notre code source, un outil disponible en SaaS. Idem pour la CI/CD, les plateformes et la qualité de code. Donc CodeClimate va analyser beaucoup de choses, mais entre autres la qualité de code. Ça, c'est ce qu'on va mettre en place. Et la première solution métier qu'on met en place, effectivement, c'est le minimum vital, c'est-à-dire remplacer ces fameuses feuilles blanches dans les étages. Mais on a quand même besoin que les gens s'authentifient. Donc, on va mettre en place une authentification. Et puis, bon, bah, je travaille sur un framework qui met ça en place tout seul. Donc, je balance, je crée des comptes et j'envoie des mails à tout le monde. Là, on a un premier couac. Quand j'ai envoyé les mails à tout le monde en leur disant voilà vos comptes sur l'outil pour réserver des salles. Alors le premier couac, c'est que les mails sont tombés dans la boîte de spam. Hein, quand une boîte d'entreprise reçoit des mails extérieurs en masse comme ça sur une centaine d'utilisateurs, ils considèrent que c'est un spam. Donc effectivement, le mail n'est pas arrivé chez les gens. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait notre première démo au bout de 5 jours. Donc à la fin de la semaine, et les utilisateurs me disent bah oui, mais on a le SSO en interne. Franchement, un nouveau login mot de passe, ça nous saoule, quoi. Donc là, toujours je mène l'enquête en fait pour savoir comment mettre en place le SSO. Et le SSO, bah, c'est une procédure. C'est 2 mois d'entretien, d'analyse de besoins pour avoir le droit à un jeton sur le logiciel hôte. Plus le fait que bah, j'étais hébergé à l'extérieur et que le logiciel hôte n'était pas forcément accessible, donc le système d'authentification n'était pas forcément accessible de l'extérieur. Toujours dans cette recherche d'autonomie, j'ai cherché autre chose. J'ai cherché ce qui me permettait d'avoir ce SSO tout en étant autonome dans mon équipe, donc, où j'étais tout seul, hein, donc ça se limitait à des compétences à moi. Et je vois qu'en fait, on est sur Office 365. On est tous sur Office 365, tous les membres de l'entreprise. Et je me dis, bah, Office 365 est connecté à l'hôte et fournit lui-même un système d'authentification par authentification unique. Donc je décide de tester, et effectivement, en une journée, je mets en place l'authentification unique avec un bouton bah, connectez-vous avec votre compte d'entreprise, à la place d'un classique formulaire login mot de passe. Donc là, c'est la satisfaction de tout le monde, et c'est la satisfaction de mon chef et copain qui me dit effectivement, bah, tu as réussi à résoudre ce problème tout seul sans l'aide de l'entreprise, donc c'est bien, on avance et on continue d'avancer sans interaction, pour rejoindre ce que disait Olivier. Sans les interactions, j'ai gagné du temps. Passe tout l'été, donc voilà, c'est arrivé pendant l'été, tous mes utilisateurs arrivent vraiment sur site en septembre, donc on est vraiment à la pleine charge 2 mois plus tard. Et donc là, on va rentrer dans une deuxième phase où on va me demander de remettre tout le logiciel en mode privé, parce que je vais commencer à aller un peu plus loin dans les accès aux données internes de l'entreprise. Et du coup, j'ai besoin en tout cas, de ne plus exposer tout ce qu'on peut faire et surtout de ne plus exposer notre code source.
ou de l'exposer autrement, c'est-à-dire de continuer à respecter la loi Le Maire en étant sur une plateforme de proposition de code source et d'anonymisation de code source, mais ne plus le mettre sur GitHub. Et pareil, on va commencer à monter en charge. Donc je suis une équipe de 1, donc on n'est pas au top des graphiques qu'a pu montrer Arnaud. Donc à 1, dès que je suis pas dispo, ça avance plus, quoi. Donc la première chose qu'on fait, c'est étoffer l'équipe. Et pour étoffer l'équipe, on a d'abord un développeur junior qui arrive. Et en fait, on va se baser sur les compétences qui me manquent. Donc, je suis pas très doué pour faire du front. Donc, tout ce qui va être CSS, JS, enfin à l'époque en tout cas. Je me suis amélioré depuis, mais à l'époque, j'étais vraiment pas très doué, puis en plus, j'aimais vraiment pas ça. Donc, je décide de prendre un dev, et il se trouve que c'est moi qui fais le recrutement, donc c'est moi qui décide qui rentre dans l'équipe, et je craque sur un développeur que je vois bien câblé, différent de moi, donc ça peut amener à des débats dans les décisions, donc c'est ce que je cherchais un peu, et qui a cette patte en fait de développeur junior et qui lui veut apprendre le côté développement rapide et sécurisé, donc il vient dans l'équipe. Et après, je fais rentrer un deuxième développeur, donc là c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, et que je fais rentrer parce que pareil, il amenait d'autres compétences que je n'avais pas, parce que on était en train de faire un système de réservation de bureaux, donc on commençait à parler de faire des systèmes embarqués sur les bureaux, pour les réservations, pour les occupations, pour la captation d'occupation des bureaux. Donc moi, j'ai pas cette fibre-là, ni d'IoT, ni d'électronique ou de système bas niveau, donc je décide d'embarquer un ami là-dedans. Donc le contexte, c'est que on n'a plus d'open source, on doit pérenniser ce que j'ai fait, parce que c'est une application qui est en production, hein, c'est pas un POC, hein, c'est vraiment une application qui est en production. Et c'est une application qu'on commence à déployer, c'est-à-dire on était sur 80 cheminots, et on commence à se dire qu'en fait on va gérer tout le bâtiment qui a 600 personnes, et qu'on va aussi le déployer ailleurs sur d'autres sites, donc on commence à grandir, donc à avoir besoin de pérenniser le code. Donc bon, pour la gestion de projet, on va rester sur du Taiga classique parce que on a pu se mettre en mode privé. Pour le côté code source, du coup, on se remet dans le GitLab de l'entreprise pour être sur un système plus fermé, mais qui reste quand même un standard. On garde notre Heroku et par contre, les services comme CodeClimate qu'on utilise pour l'analyse de code, on n'a plus vraiment le droit d'utiliser. Donc on va mettre en place des systèmes d'analyse de code qui sont locaux en fait à la machine. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer de manière plus large et on va commencer à gérer des règles de gestion plus pointues. Par exemple, les bureaux des managers ont été aménagés comme des salles de réunion. Et quand ils sont là, ce sont leurs bureaux, et quand ils ne sont pas là, ce sont des salles de réunion réservables par les gens. Donc on commence à avoir des règles de gestion qu'on ne trouve pas dans les logiciels classiques de réservation, et on va commencer à avoir ce genre de petit code qui va un peu s'étoffer. Pour le code, pour le déploiement, en fait, on a toujours laissé cette gestion à Heroku et on la laisse à Heroku. Et on a nos environnements dev en local qui reproduisent l'environnement d'Heroku. On est très fiers de ça. On a fait même on en est vraiment très très fiers d'être arrivé là et de montrer qu'on est capable de démarrer une application en 1 heure de temps. On est tellement fiers qu'on va un peu frimer, un peu trop, frimer dans une réunion interne qui est très suivie et qui est sur le plan de migration en fait de l'entreprise vers un nouveau système d'information. Et on va leur montrer en live. Donc on va faire du live coding. On va leur dire on va démarrer un projet devant vous, from scratch, en partant d'un PC vierge et en n'ayant aucun compte. Et on va vous montrer que dans 1 heure, on aura déployé notre application avec des plateformes de pré-prod, des plateformes de prod, et qu'on aura monté tout ça. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir des retours qui vont nous déclencher une troisième migration, une troisième phase de notre histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit oui, c'est bien tout ce que vous faites, mais c'est du SaaS, c'est trop facile, mais c'est impossible à faire en interne.
Alors quand vous dites c'est impossible à faire quelque chose à un informaticien, on a tendance à relever ça au mode défi et à dire si c'est fait ça. La contrainte qu'on nous impose, c'est du coup de nous dire, en fait, vous n'allez plus du tout utiliser le SaaS, donc vous n'allez plus du tout utiliser les offres en fait packagées qu'on peut trouver, hein, donc d'analyse de code, d'hébergement, de gestion de projet. Vous allez déployer tout ça en interne et au sein de l'équipe, on se rajoute un contexte, c'est qu'en fait on se dit les solutions du marché, elles ne sont pas adaptées à nous. C'est-à-dire que les solutions du marché, type Jira, type GitLab, enfin, toutes les solutions du marché dont on aurait pu dont on aurait pu avoir besoin en interne, en fait, elles sont adaptées à des entreprises, mais elles ne sont pas adaptées à juste une équipe. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on décide de dire chaque chose qu'on va nous faire rentrer dans notre SI, sachant qu'on va vraiment repartir dans un SI from scratch, il faut qu'il fasse qu'une seule chose, qu'il la fasse bien, et que nous, on maîtrise l'outil. Donc là, je vais rentrer dans des slides un peu techniques et je reviendrai après sur l'autonomie de l'équipe. Concrètement, on va quand même continuer à étoffer notre équipe, avant de rentrer dans la technique. On va se doter d'un PO qui va être localisé, donc c'est le seul qui ne sera pas dans le même site que nous, et il sera localisé à Paris au plus près des clients. Et il se trouve qu'au fur et à mesure qu'on discute avec lui, donc on l'a recruté comme PO, hein, il a été présenté par son ESN comme PO, mais au fur et à mesure qu'on discute avec lui, on voit ses US, il propose de plus en plus des maquettes, vraiment avec une touche graphique, et il finit par nous dire qu'en dehors de son métier de PO, il est photographe professionnel pour des mariages, pour voilà, des cérémonies. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui est un peu comme nous, qui a des multiples casquettes, et qui va finalement contribuer au projet par plusieurs biais. Donc, quand il n'aura pas d'US ou qu'il n'aura pas de réunion avec les clients ou qu'il n'aura pas un backlog à gérer, il va aussi nous faire les UI et il va de plus en plus, au fur et à mesure des 2 ans, il va avancer pour être de plus en plus, de nous donner de plus en plus de temps en lui en prenant sur le sien et en nous faisant l'intégration finalement des UI qui pouvaient amener. Pareil, en faisant des analyses sur ce qui nous manquait dans l'équipe, à un moment donné, on arrive à la conclusion que on a perdu le contact avec nos utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs qui étaient sur le même étage que nous, ça ne devient qu'une petite partie de nos utilisateurs. Et c'est une expérience qui est vraiment liée à ces gens-là, et on n'a pas le ressenti en fait des gens, de nos autres utilisateurs. Et il commence à se faire un espèce de clivage entre ces utilisateurs-là qui deviennent privilégiés parce qu'ils accèdent à nous directement et les autres. Et on se dit à ce moment-là qu'on a besoin d'un UX designer. Donc voilà, on demande à notre responsable de recruter un UX designer. On en trouve un qui nous plaît bien. Il faut savoir que tous les recrutements, toute l'équipe était là. Donc c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui intègre l'équipe, la personne nous a tous rencontrés avant. Donc on rencontre cet UX designer et il nous plaît bien. Donc on l'intègre dans l'équipe. Et au fur et à mesure qu'on avançait, il commence à prendre une patte agiliste parce que entre l'UX design et l'agilité, il y a pas mal de rapprochements. Et en dehors de ça, on a un chef de projet qui était pas qui était dans la même équipe que nous, mais qui en fait ne travaillait pas du tout avec nous, qui finit par venir travailler avec nous parce qu'on avait besoin d'avoir cette vision-là du reste de l'entreprise et de la façon de gérer les projets dans le reste de l'entreprise pour pouvoir faire le raccord avec ce que nous on faisait en autonomie. On avait besoin de cette table de correspondance entre la matrice qu'a présentée Arnaud et ce que nous on faisait où on était en direct avec nos utilisateurs. Donc comment on gère un budget, sachant que nous on était en budget qui n'était pas impacté c'était pas les projets qui nous finançaient, on avait une enveloppe propre. Donc c'était comment faire ce rapprochement. Donc on commence à avoir un chef de projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est posé les questions, donc là je vais rentrer dans la technique, on s'est posé les questions dans l'ordre. Donc ce qu'on avait besoin, c'était de fournir le service, donc d'avoir des plateformes. Les contraintes qu'on s'est mis nous, c'est de dire on veut des plateformes à la volée parce que notre façon de travailler, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un développement, on a une nouvelle plateforme.
On a besoin que ces plateformes soient stables et résilientes parce que c'est nous qui allons nous en occuper. C'est ni le support de l'entreprise, ni les exploitants de l'entreprise, c'est nous, les exploitants de notre plateforme. Donc on a besoin que ça soit quelque chose de relativement résilient. Donc on va faire un choix à l'époque. On va décider de passer sur une orchestration Docker Swarm. Alors pourquoi? C'est qu'en fait, quand on va déployer une application sur un cluster de plateforme, même si on coupe un nœud, l'application redémarre sur les nœuds qui sont sur les côtés sans coupure. Donc ça répondait à notre côté résilient. Et sur le côté intégration dans l'équipe de cet outil-là, Docker Swarm, vous avez une ligne de commande à faire sur le premier serveur et une ligne de commande à faire sur chacun des serveurs pour que ça fonctionne. Donc, globalement, on n'avait pas beaucoup de compétences. On n'avait pas besoin d'une grosse montée de compétences pour mettre cet outil en place. Si je suis en comparaison avec le monde moderne de Kubernetes, si vous n'avez pas des gens qui sont certifiés et des gens qui sont certifiés cloud et des gens qui sont certifiés pour pas mal de choses, avant que vous ayez un cube qui marche, ça va prendre du temps. Donc nous, on a choisi d'avoir quelque chose sur lequel on pouvait avoir une maîtrise complète. La deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est qu'effectivement, c'est bien beau de déployer des applications, mais il va falloir qu'on déploie aussi nos propres bases de données, et donc notre propre persistance de la donnée. Et on va avoir besoin que ça se réplique sur tous les nœuds. Et à l'époque, on est juste avant le RGPD, on avait besoin que ça se duplique aussi sur nos postes de dev, parce qu'on exportait régulièrement la base de prod sur nos postes de dev pour développer. Donc, sans rentrer dans la technique, on a choisi une solution du système partagé de fichiers à l'époque, donc qui était GlusterFS, pour que avoir notre code répliqué, en fait, toute notre persistance était répliquée sur tous les nœuds et accessible sur tous les nœuds. La troisième chose qu'on va avoir besoin, c'est que du coup, nos applications popent un peu n'importe où, et on va avoir besoin de gérer du coup un proxy qui fait que pour les utilisateurs, ils n'utilisent qu'une seule URL et ils arrivent chez nous. La contrainte qu'on voulait, c'est qu'on voulait pas de configuration. C'est-à-dire qu'on voulait pas quelque chose type Nginx, Apache ou HAProxy où à chaque fois qu'on déploie une nouvelle application, on doit faire un nouveau fichier de configuration sur cet outil-là, sur le proxy. Le proxy, nous, on voulait qu'une fois qu'il soit déployé, il soit autonome en configuration. La deuxième chose, c'est qu'on voulait qu'il gère les certificats HTTP. Donc on voulait quelque chose qui gère ça à notre place, on ne voulait pas pousser des certificats HTTP à la main. Et on voulait que ça gère le load balancing. Et accessoirement, on commence à multiplier les usages. Donc, voilà, on a besoin de ce système-là. On va choisir deux outils. D'abord la SendCrypt qui venait d'arriver. Donc on a vraiment eu de la chance. Hein. C'est-à-dire que quand on a commencé à monter notre structure, les bons outils arrivaient au bon moment. Trafic était dans une version relativement stable, venait d'arriver sur une version relativement stable. Let's Encrypt, qui est donc l'organisme qui permet d'avoir des certificats HTTP reconnus par les navigateurs, venait d'être publié. On était vraiment au tout début de la publication de Let's Encrypt. Et les deux se parlaient entre eux. Donc l'avantage, c'est que nous, on pouvait déployer. Donc dès qu'on déployait une application, on disait elle doit être joignable à telle URL, et en fait, Trafic faisait le routage, donc la proxification de l'application, et en même temps demandait à la SendCrypt le certificat pour l'exposer. Donc nous, tout ça c'était automatisé, on n'avait plus à gérer. Ce qui s'est passé ensuite, donc une fois qu'on avait notre production qui tournait, on a commencé à avoir besoin de stocker notre code source, donc de rapatrier notre code source du GitLab. Donc pour rappeler le choix de pourquoi on a quitté le GitLab, on a quitté le GitLab parce que GitLab, ça faisait beaucoup de choses. Ça fait vraiment de la gestion d'un site d'entreprise. C'est un des rares outils qui fait de la sous-arborescence de dossiers dans les Git. C'est vraiment pour que vous organisiez les projets dans votre SI. Nous, on était une seule équipe. On n'avait pas vraiment ce besoin-là. Nous, ce qu'on avait besoin, c'était de stocker notre code source, de continuer à faire des merge requests, de continuer à avoir une branche qui protégeait, qui était la branche de production, et de pouvoir faire des merge requests parce qu'on fonctionnait en mode code review, donc on avait besoin de ce système de merge requests, et on avait besoin que ça soit quelque chose de déployable en interne, puisque la contrainte, c'était qu'on ne voulait pas d'offre SaaS. Le choix s'est porté à l'époque, du coup, sur un outil qui s'appelle Gogs. Donc il y a Gogs et Gitty, l'un est le fork de l'autre, qui font juste ça. Ils font ce qu'on avait besoin, sans plus. Il y a une gestion de tickets si on voulait faire la gestion de projet dedans, mais vraiment, ça se cantonnait à ce qu'on avait besoin. Donc, effectivement, par rapport à
à un GitLab où dans la merge request, vous allez avoir les résultats de vos tests automatisés, les résultats des tests de sécurité, les résultats des tests de performance. GitLab a intégré petit à petit pas mal de choses dans les merge requests. Nous, ce qu'on avait besoin, c'était de faire la relecture. On avait toutes ces infos-là. On faisait confiance à la CI pour nous le dire et pour casser s'il n'y avait pas ça. Et de toute façon, on partait sur un principe où on avait juste la relecture par les autres qui était obligatoire et qui du coup qualifiait le code. Ensuite, on a eu besoin d'une CI. Donc, toujours pareil, on s'était basé sur Docker Swarm. Du coup, on voulait une CI qui soit basée sur Docker pour pouvoir construire des images, fabriquer, héberger nos images et les publier. On voulait quelque chose qui soit facile à appréhender, donc on voulait quelque chose qui se configure en quelques lignes. Donc, si on doit faire les comparaisons, GitLab c'est bien, enfin GitLab CI, en quelques lignes vous avez paramétré quelque chose, pareil si vous faites des Jenkins files par exemple. C'est plus compliqué quand vous partez sur des plateformes comme GoCD ou Concours qui sont plus complètes, mais qui du coup on demande une déclaration un peu plus complète. Donc on voulait vraiment quelque chose de hyper simple. Et surtout on voulait quelque chose qui soit interchangeable. Donc c'est quelque chose qui se basait bêtement sur les webhooks de notre repo Git, et qu'on puisse enlever ou supprimer et remplacer par une autre chose, par exemple revenir sur du GitLab CI ou revenir sur un autre type GoCD ou Jenkins, à volonté. Ce qu'on voulait, c'est vraiment que toutes nos briques soient interchangeables, et celle-là, en l'occurrence, surtout celle-là. Donc à l'époque, on a choisi Drone. Alors le choix de Drone, malgré qu'on vous cherche à avoir quelque chose d'indépendant, le choix de Drone s'est porté parce qu'il était très bien connecté à Gogs et Gitty. Donc on a choisi cet outil-là. Et en plus, pour le côté fun de l'équipe, à l'époque, Drone avait un plugin qui s'appelait le Drone Wall, qui nous permettait d'afficher sur un écran du bureau et de voir les pipelines, et de voir les échecs, et d'avoir une espèce de classement entre nous de qui a fait passer le plus de buts et qui en a mis le plus en échec. Donc voilà, c'était pour le petit côté drôle. L'outil faisait le taf, et en plus, il y avait un plugin extérieur qui amenait du fun. Ensuite, on a eu besoin forcément de superviser tout ça. Donc on a eu besoin de vérifier que tout ça fonctionne, sachant que du coup, on s'était décidé à avoir un cluster Swarm de production, et un cluster Swarm de pré-prod, et un cluster pour la CI. Donc on commençait à avoir 3 clusters, ça faisait une quinzaine de machines qu'on gérait, qu'on avait pris en IaaS sur Azure, donc vraiment en bas de niveau, hein, pour rester toujours autonome. Donc on se dit, bon, les questions commençaient à fuser de l'extérieur de l'équipe en disant bah ouais, mais vous n'êtes pas là les soirs et week-ends, comment ça se passe si ça tombe? Voilà, donc on commence à mettre en place une supervision. Donc la supervision, le but était de vérifier déjà qu'il n'y avait pas de dérive au niveau de nos applications, et de vérifier que nos instances continuaient de tourner. Donc là, on a pris la stack de l'époque. Pour le coup, c'était vraiment des outils du marché, même si en 2017, c'était pas forcément très connu, mais en tout cas, ça commence à franchement être connu. Ça commence à percer un peu chez les ops. Donc, on avait un Prometheus pour nous monter tout ce qui était métrique, donc consommation CPU, mémoire, disque, des machines qu'on avait construites, donc des serveurs qu'on avait chez Azure. Et on avait C-Advisor qui nous remontait la même chose, mais à l'intérieur des conteneurs, qui se connectait sur les conteneurs pour nous dire combien ce conteneur-là consommait, et ainsi de suite. Et on exposait, tout ça était agrégé et était exposé sur Grafana. Ensuite, on a eu un besoin de centralisation des logs. Alors, on n'a pas fait une centralisation des logs au sens où on a pris tous les logs de tout le monde pour les mettre au même endroit. Nous, le besoin de centralisation des logs, il a été mis en place à l'origine juste pour vérifier les usages de nos applications. Donc ce qu'on avait besoin, c'était, dans un premier temps, c'était de pouvoir analyser quand il y avait un problème en production, de retrouver les logs. Mais au final, cet usage-là, je vais vous montrer après qu'on l'avait rapidement abandonné. Et on avait besoin de visualiser l'usage de l'outil. Pour vous donner un exemple, on a eu un projet qui a été déployé en gare, et toujours grâce à cette rapidité de déploiement et cette rapidité à pouvoir répondre au métier, le métier nous a dit, quand quelqu'un demande un itinéraire à un agent en gare, on veut qu'il puisse lui donner, et on ne sait pas comment. Donc ils hésitaient entre demander le numéro de téléphone de la personne pour lui envoyer par SMS,
lui demander son mail pour lui envoyer par mail, imprimer sur une imprimante A4 qui était à côté de l'agent, ou imprimer sur les imprimantes 55 mm, donc les imprimantes thermiques qu'on a pour les tickets de carte bleue. Donc ce qu'on disait nous, c'est ça nous prend 5 jours de faire les 4 solutions, parce qu'une fois qu'on a formalisé l'itinéraire, qu'on l'imprime sur quel que soit le support, c'est la même chose. C'est le même PDF qu'on va publier sur l'imprimante, le SMS, le mail, et il y a juste sur le 55 mm où on va faire ça en noir et blanc, donc ça va être un peu différent. Donc on n'en a pas beaucoup de temps, mais en fait, ça nous prend 5 jours de le faire, donc autant faire les 5, on va le déployer en production et on va mettre un log particulier avec des compteurs. Donc on va mettre un log qui dit « j'ai imprimé en 55 mm dans telle gare ». Donc ça nous permettait d'avoir un usage par gare, et au bout d'un mois, on s'est rendu compte que 95% des gens demandaient l'impression 55 mm. Donc voilà, on a pu montrer au métier avant même qu'ils fassent des études qui auraient pris, parce que ça aurait pris 3 à 6 mois de faire une étude pour savoir ce qu'il fallait implémenter. Nous, en fait, ça nous a pris 5 jours à implémenter. On a passé un mois à analyser l'usage de production pour dire, en fait, c'est le 55 mm qu'il faut garder. Parce que les gens trouvent ça plus pratique d'avoir l'itinéraire comme ça quand ils naviguent dans le métro et le RER qu'un truc qui est envoyé qui est imprimé en A4, ou quelque chose qui sera envoyé par mail ou par SMS, parce qu'en fait, si quelqu'un a déjà un téléphone, il y a des chances que l'application est ratée. Donc en fait, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Les personas n'avaient été pas forcément les bons au départ. Donc la centralisation des logs, c'est comme ça qu'on l'utilisait. Du coup, elle n'était pas très consommatrice, et on l'utilisait juste pour connaître l'usage de nos applications et vérifier un usage et la pérennité d'un usage. Donc pour ça, on avait utilisé ELK, la stack classique de l'époque. Depuis, Logstash a été remplacé par autre chose. Mais, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on avait besoin, comme on se déployait dans d'autres bâtiments, qu'on se déployait sur Paris alors que nous on était à Nantes, en plus on était majoritairement en télétravail, on avait besoin d'être proactif sur l'usage, parce qu'en fait on avait besoin de séduire nos utilisateurs, et on avait besoin que quand il y a un problème qui se produise, ça nous remonte plus rapidement qu'un process classique, parce que le process classique, c'était la personne qui est dans un bâtiment, remontait le problème au gestionnaire de bâtiment, qui remontait ça à la direction. Il y avait en fonction des bâtiments, il y avait entre 8 et 14 intermédiaires entre l'utilisateur qui avait eu le problème et nous. Donc avant que ça arrive à nous, c'était compliqué. On avait besoin de catcher les erreurs qui se produisaient en production et d'avoir le contexte pour pouvoir le reproduire. Et pour ça, il y a des outils qu'on appelle des error catchers. Nous, on a utilisé Herbit. On est passé à Sentry après, mais ce sont des outils qui sont plutôt sympathiques, parce qu'ils vont vous remonter le contexte, donc l'utilisateur, où il était, sur quelle page, ce qu'il a fait, quels liens il a demandé. Ça va vraiment vous remonter tout le contexte applicatif. Donc on n'avait plus besoin de la centralisation des logs, parce qu'en fait on avait les logs avec le bout de code qui allait pas bien et l'erreur qui avait été remontée, qui nous était remonté dans un dashboard, et qui en plus, le dashboard était suffisamment intelligent pour voir quand 2 erreurs étaient proches, pour juste incrémenter l'erreur et l'alimenter. Donc ça nous est arrivé de mettre en production, et 1 heure après d'avoir le error catcher qui nous dit il y a 900 fois cette erreur qui s'est produite. C'est alors, chance pour nous, c'était une erreur transparente pour l'utilisateur, parce que c'est juste qu'on appelait un état 0 qui n'existait pas à l'initialisation de l'application, donc c'était quelque chose de transparent. Mais c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir un effet waouh, c'est qu'on était en train de déployer un nouveau bâtiment avec donc juste sur les 3 directeurs du bâtiment, pour qu'ils valident l'application et qu'ils décident de la déployer complètement. Et il s'est trouvé qu'on avait fait une erreur de configuration quand on a configuré ce nouveau bâtiment, et que quand la personne a voulu libérer son bureau pour qu'il soit réservable, il a eu un message erreur qui lui a dit la libération est impossible. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu du coup en direct sur notre dashboard l'erreur qui est arrivée. Donc on pourrait discuter de l'interruption que ça cause avec Olivier, mais on avait ce dashboard-là. Moi, j'ai regardé, j'ai dit c'est facile à corriger parce que c'est une erreur de configuration. Donc on a changé la configuration et on a appelé l'utilisateur pour lui dire « tu as eu un problème tout à l'heure, on reteste maintenant, mais ça doit fonctionner ». Et ça a fonctionné. Et son retour, c'était en dehors du « waouh » qu'on a eu, qui était assez génial, son retour, ça a été de nous dire « j'étais en train de chercher comment vous remonter l'anomalie,
et vous m'appelez avec la correction. C'est plutôt cool. Donc il était content de cette équipe où on n'a pas eu besoin d'un support utilisateur, on n'a pas eu besoin de tout un système de gestion de plateau avec des N0, des N1. Ça nous accédait directement à nous et on était autonome pour corriger et répondre. Si je fais un récap technique, rapidement, on avait vraiment notre gestion de projet qu'on avait remis dans un Tiger interne, déployé en interne sur un pod Docker. On avait nos postes, pour la blague, on était sous Ubuntu à l'époque. On avait Gogs, Drone, on déployait nos images sur le registry, on déployait après sur Azure, et on avait notre analyse de code qu'on avait mis en place avec notre installation, notre proxy et notre error catcher. Concrètement, ça a été génial d'être dans une équipe où on avait besoin de personne. Et ce qui s'est passé. Oui, Marie. D'accord. Je n'ai pas tout entendu, Marie. Tu peux envoyer dans le chat, je le lirai volontiers. Je disais, il reste 9 minutes. D'accord, oui, j'allais passer aux questions, de toute façon. Donc juste pour faire un retour sur le fait d'être complètement autonome, ça a amené des choses dans le SI dont le SI ne se sentait pas capable à l'origine. C'est-à-dire que à la SNCF, à l'époque, c'était les 3 fois 3 ans. Donc vous avez 3 ans d'études de faisabilité, 3 ans d'études de conception et 3 ans de réalisation avant que le projet arrive. Donc forcément, quand nous on est arrivé et qu'on a commencé à montrer qu'en étant complètement autonome, on pouvait livrer en quelques jours, quelques semaines, quelques mois un projet, ça a amené des décalages. Mais ça a amené une certaine liberté, à tel point qu'on a eu un deuxième effet waouh, c'est qu'on a parlé de nous dans un comité de direction. C'est qu'à un moment donné, la comité de direction a demandé à avoir une application avec la carte de Paris, la localisation des agents sans avoir leur nom, parce que ça c'est illégal, mais d'avoir les numéros de téléphone entreprise qui permettaient de les joindre. Et ils avaient besoin de ça dans la War Room, qui dit qu'en cas d'incident, bah voilà, on a cette carte-là qui apparaît dans cette War Room, et on peut cliquer et joindre une personne particulière qui a un profil type directeur de gare, responsable électrique, voilà, contrôleur. Donc ils avaient besoin de ça. Le SI classique, donc ils ont posé la question, pareil, on devait être en juillet 2017, hein, et ils ont posé la question au SI classique, qui leur a répondu bah, on va demander au CDS, parce qu'il n'y avait pas de développeurs dans le SI classique, tout était externalisé en centre de service. Et on aura un chiffrage dans quelques mois, et puis la réalisation après. Et du coup, le directeur de l'époque dit bah, pourquoi on ne demande pas à l'équipe innovation ce qu'ils en pensent. Et en fait, ils ont posé la question par le besoin, ils nous ont pas donné ce contexte. Le contexte politique, on ne l'avait pas. Nous, tout ce qu'on avait, c'était il nous faut une carte avec ça, avec du coup la localisation des agents, leur numéro de téléphone, et que quand on clique, on puisse les appeler. Et on a besoin de ça dans la War Room. Donc, concrètement, la War Room, nous, on y accédait. Ce qu'on leur a demandé, c'est ok, d'accord, mais ça veut dire quoi être dans la War Room? Donc ils nous ont dit, bah, ça veut dire être sur un écran plat avec un ordinateur qui tourne en pied. Donc on dit bon, ok, dans l'entreprise il y a Skype, donc si on fait un lien tel et que quelqu'un clique dessus, ça va appeler la personne. Donc ça, c'était cette solution-là, on était autonome là-dessus. Être déployable dans la War Room, c'est pareil, quand on déployait en interne, on était accessible de la War Room, donc faire un site web avec la carte, on était autonome. Il ne restait plus que la partie récupération de la localisation des agents et de leur numéro de téléphone, et ça c'était une API qui était en cours de construction par une start-up de la SNCF, enfin extérieur à la SNCF, mandaté par la SNCF. Et là, ça coinçait. C'est-à-dire que sur cette partie-là, l'API n'avait pas été conçue pour répondre à notre besoin. Elle avait été vraiment conçue pour que les agents s'identifient, mais pas pour qu'on remonte la liste des agents avec toute leur localisation et tous les numéros de téléphone. Donc nous, on devait crawler cette application. Donc entre leur demander de faire une évolution pour notre besoin, alors que c'était pas ce qui leur avait été demandé au départ, ou faire nous-mêmes un crawler, bah, on a fait le crawler. On a fait le crawler qui reprenait régulièrement toutes les infos de leur API pour nous faire à nous une API qui permettait de répondre. On a eu un deuxième cas qui était justement, on avait le moteur d'itinéraire dont je parlais tout à l'heure pour les impressions.
on s'est basé, toujours en autonomie, on s'est basé sur la base des adresses nationales, qui est une API Open Data. Et au début, on a attaqué leur API. Sauf qu'on avait des temps de réponse, alors ça peut faire rire, hein, mais on avait des temps de réponse de 300 millisecondes. C'était trop long. En fait, le ressenti utilisateur, nous au début, on ne l'a pas ressenti, mais en fait, un vrai ressenti utilisateur, saisir 3 caractères et commencer à avoir une autocomplétion des adresses, c'était vraiment très long, 300 millisecondes. Il y avait un vrai effet de latence. Donc, ce qu'on s'est dit, bah ok, encore sur ce principe-là, bah, on va encore couper un lien d'autonomie, de dépendance, c'est qu'on va l'API Open Data fournissait aussi l'intégralité des données au format CSV, bah, en fait on les a importées, on a fait nous-mêmes l'API, on a fait une API qui répondait en 6 millisecondes, parce qu'elle était en interne, parce qu'elle nous était dédiée, enfin voilà, on était dans un contexte, c'est pas parce qu'on était des meilleurs codeurs, hein, c'est parce que le contexte faisait qu'on avait réussi à améliorer le temps. Donc, voilà l'intérêt d'avoir une équipe autonome au sein d'un SI, et au final c'est pas si compliqué que ça. Si on reprend la démo qu'il y a eu juste avant par Julien et Frédéric, c'est aussi simple que les tests unitaires. Il suffit de s'y mettre, et en fait, on découvre que c'est très facile de monter quelque chose d'assez périn et d'assez autonome, et qui s'auto-répare avec les outils modernes. D'autant plus maintenant, hein. Je vous fais un rec, ça c'était en 2016 à 2018. On est en 2020, ça s'est encore bien amélioré, cet outillage-là. Je vais prendre vos questions. Alors, facile de développement en 2021 avec tous ces outils? Oui. Oui, clairement. Alors, je vais prendre les questions de l'autre côté. Ah, David, apparemment, vous n'avez pas intégré de testeurs dans votre équipe au fil du projet. C'était une demande. On a très longtemps demandé à avoir un testeur. C'était tous les membres de l'équipe, que ce soit l'UX, le PO, tous les développeurs de l'équipe, on a demandé à intégrer un testeur. Le problème qu'on avait à la SNCF, c'est que le testing est géré par une filiale de la SNCF, avec laquelle je m'entendais bien, hein, d'ailleurs, qui était à Nantes, l'équipe était dirigée par un ami. Donc on était d'accord avec lui pour qu'il intègre un testeur dans notre équipe, mais ça c'était bêtement des questions achats. On n'était pas autonome sur cette partie-là. C'est tant qu'on tapait sur de l'extérieur, sur de l'ESN, et on était autonome en ce qu'on voulait. D'ailleurs, on choisit. Il y a des fois où on a refusé des profils à cause du TJM, par exemple. Donc on gérait aussi le budget, hein, ce qu'on consommait dans l'équipe, même on faisait un suivi budgétaire de nos serveurs ainsi. Et en l'occurrence, le testeur, c'était du contractualisation interne, et ça a été très très compliqué, on n'a pas réussi à faire ça. Donc on a profité du fait que moi j'ai eu 4 ans de... j'ai été 4 ans testeur à la SNCF, c'est moi qui prenais la casquette là-dessus, mais en fait tout le monde écrivait des tests dans l'équipe. On faisait du BDD, donc on faisait du Cucumber en grande partie. Et entre nous, entre développeurs, on faisait du test unitaire. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, on s'était pas donné de choix technique. Un des gros freins de l'autonomie dans une entreprise, c'est quand vous avez un schéma directeur produit qui vous dit tout le SI doit être fait en Java, en Node.js, en PHP. Ça, vous avez grillé l'autonomie de votre équipe dès le départ. C'est mort. Vous les avez contraints à avoir une cuillère toute leur vie pour manger tous les repas du monde. C'est impossible, en fait, qu'un seul outil réponde aux besoins. Et du coup, voilà, on avait tous les langages. On prenait le langage qui était le plus adapté aux besoins. Ça faisait partie de notre autonomie. Et effectivement, pour les tests, on ne pouvait pas faire ça. On n'a pas pu avoir de testeur, donc c'est nous qui l'avons fait. En automatisation, que des TU, aussi des tests scénario métier. On avait les deux. Alors, si on revient sur ce que disait Frédéric au début, enfin juste avant moi, Frédéric et Julien, il y a, si on reprend aussi l'ISTQB, il y a 4 niveaux de tests. Donc il y a les tests de composants qu'on appelle vulgairement tests unitaires, il y a des tests d'intégration, donc c'est quand vous commencez à pairer 2 à 2. Il y a les tests système, c'est l'intégralité de ce que vous livrez, et les tests d'acceptation, c'est l'intégralité du SI. Donc effectivement, nous on avait l'avantage d'être le dernier maillon, d'être vraiment ce qui était livré à l'utilisateur final, et on avait l'avantage de gérer toutes les interactions. Donc on avait des TU et on avait des tests d'acceptation. Les tests intermédiaires, on en avait 2-3, hein, parce qu'on était sur une architecture hexagonale, pour ceux qui connaissent, donc effectivement, on avait 2-3 systèmes qui nous permettaient de tester nos interfaces, mais globalement, on se concentrait sur les TU.
puisqu'on faisait du TDD, et on était très concentré sur le métier parce qu'on faisait du BDD. C'était intermédiaire qui était pas. Et le coût, c'est le coût de formation de vos utilisateurs, en fait. C'est combien ça vous coûte de former un PO, votre UX, votre UI et quelques clients sélectionnés à écrire du BDD. Parce que derrière, à l'automatiser, c'est pas plus coûteux et ça fait tellement gagner de temps sur le développement. Nous, la démarche, c'est qu'on intégrait le scénario métier qui disait l'utilisateur se connecte là, il arrive sur telle page, il fait ça. Derrière, à coder, ça fait sauter un paquet de questions que vous pouvez avoir dans une US. Hein. On devait répondre à ça. Et notre seul objectif était de répondre à ça. Les TU ne servaient pas la qualité du projet. Les TU nous servaient à avoir, nous, confiance quand on faisait un refactoring ou quand on se passait le projet de l'un à l'autre. Donc, les TU n'apportent pas de qualité au projet, ils apportent de la confiance. Et nos TF, enfin nos tests fonctionnels et nos tests automatisés avec Cucumber apportaient la valeur métier. Mais du coup, nous faisait énormément gagner de temps sur les allers-retours qu'on peut avoir sur une US entre le développeur et le PO. Donc au final, je dirais que ça coûte moins cher de faire de Cucumber que de s'amuser à faire du test métier a posteriori. Chaque phase a duré combien de temps environ? La première phase a duré 5 jours, la deuxième phase a duré 2 mois, la troisième a été ce qui nous a fait vivre pendant 2 ans. À propos de vos choix de chanter les autres services et équipes internes pour vous-même, pas d'autre moyen plus rapide, nous n'avons pas tapé sur les doigts. Alors, la doctrine de notre chef, cheminot, c'était vous pouvez vivre toute votre vie en ayant peur qu'on vous tape sur les doigts, ou vous pouvez vous être fait taper sur les doigts, voir que ça fait pas mal, donc rien à foutre. C'est ça sa doctrine, donc ça peut répondre en partie à ta question. Si on s'est fait taper sur les doigts, pour te dire, quand on a commencé, le cloud était interdit à la SNCF, donc on s'est fait flinguer pour avoir fait du pure cloud. C'est-à-dire la phase 0, la phase 1, elle était vraiment pure SaaS et pure cloud. Donc on s'est vraiment bien fait taper sur les doigts. 2 mois après, le CTO changeait et le CTO disait les data centers internes, on va les couper, on va rendre pure cloud. Et on a servi d'exemple. Donc, c'est toujours le principe c'est les survivants qui écrivent l'histoire. On est arrivé au bon moment, le nouveau CTO est arrivé au bon moment, ça nous a bien aidé. Et oui, on s'est fait taper sur les doigts à chaque étape, mais ça, on a fait évoluer le SI à chaque étape. C'est-à-dire que on était quand même dans une démarche de contribution, donc on a fait rentrer trafic dans l'entreprise. Les gens sont venus voir les plateformes qu'on avait montées. On a fait rentrer on a fait changer le process de SSO. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, mais on a aussi fait changer, par exemple, le process de demande de nom de domaine et de nombre de sous-domaines. Parce que comme nous, on construisait des domaines à la volée, c'était impossible qu'on passe par un process, il fallait remplir un fichier Excel, l'envoyer par mail et tout ça. Enfin, c'était compliqué. Donc, l'idée, c'était que on avait une casquette équipe innovation. Donc, on pouvait se permettre de sortir des sentiers battus sans se faire trop taper sur les doigts, parce que c'était notre but d'être en dehors des sentiers battus pour apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise. Vous a-t-on demandé beaucoup de reporting pour assurer les managers et la direction? Oui, d'où l'intégration du chef de projet qu'on avait déjà dans notre équipe et qui ne travaillait pas avec nous à l'origine, et qu'on a intégré avec nous pour qu'il essaye de faire du reporting. Mais à l'inverse de par rapport à ce que disait Olivier sur le temps, on avait des projets fil rouge, donc les projets dont je vous ai parlé, de déploiement en gare et de gestion des bureaux, mais on avait 4 à 5 nouveaux projets de quelques jours qui débarquaient par mois. Donc ça, d'un point de vue interruption et tout ça, c'était assez bordélique. Et du coup, effectivement, pour dire tel projet, les projets fil rouge, dire en fait on va livrer en retard parce qu'on a eu plein d'autres projets intermédiaires. Oui, c'était très compliqué, on nous a demandé des reporting et la plupart du temps, ce qui a été efficace, c'était d'intégrer les managers et la direction dans l'équipe quelques jours pour qu'ils comprennent que c'était pas possible. Ça a été plus efficace. On a eu un manager qui était un manager extérieur qui nous tapait dessus parce que on était imprévisible sur la livraison. Sur les budgets, on était prévisible parce qu'en fait, on avait une enveloppe à l'année. On en faisait ce qu'on voulait, on avait une enveloppe à l'année, on faisait ce qu'on voulait. Par contre, sur ce qu'on livrait, on n'était pas prévisible. Donc, pas du tout. Vraiment pas du tout. Quand cette personne est devenue notre manager, il a compris qu'on c'était pas faisable, en fait. C'est pas faisable d'avoir une équipe qui peut répondre sous quelques jours, qui est une espèce d'équipe SWAT, en fait, qui va
répondre à une urgence, qui va répondre à des besoins immédiats pour faire des POC, pour faire vraiment une application en prod en quelques jours, et en même temps d'avoir une prédictibilité sur les autres projets fil rouge. C'était pas possible. Je comprends pas le flinguer 2 mois après. Je sais pas qui a posé le flinguer 2 mois après. Si c'est pour dire qu'effectivement on a fait après on a tout flingué en poubelle, oui, ça nous est arrivé plein de fois. Par exemple, on devait déployer des écrans en gare qui publiaient des messages. On était parti sur des Chromecast au départ, donc on a commencé à faire acheter des Chromecast, et on a fini par basculer complètement sur des Intel Compute Stick, donc des mini PC à peine plus gros qu'un Chromecast et autonomes. Oui, Marie? Bah, c'est bon, mais il faut. Encore merci. À bientôt.